Alors bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent donc à ce vendredi BIM du collectif Bob. Je vous rappelle le thème, comment réaliser et exploiter un DCE BIM numérique optimal. Antoine Brisset, qui est économiste pour l'agence Bac Elite, va nous présenter en fait ce qu'il fait actuellement dans son agence, ce qu'il a mis en place pour justement réaliser ce DCE, comment il a optimisé ses pièces écrites, voilà, les chaînages, les processus qu'il a mis en place, les avantages, les freins, les limites. Et puis après, moi, je vous parlerai en fait de ce que nous avons réalisé dans le cadre du démonstrateur olympique pour le plan BIM 2022, dont justement l'objectif était la réalisation et l'exploitation d'un DCE BIM numérique optimal. Antoine, je te laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. On est parti. Alors, je vais faire une présentation qui va se décliner en trois principales parties. Une première relative à ce qui a déclenché la démarche et puis des données de méthodologie générale. Une illustration par l'exemple et puis une forme de conclusion pour mettre en avant les cercles vertueux qui se sont mis en place et faire un petit retour s'agissant des points de vigilance qu'il convient d'adopter. Petite présentation de l'agence pour commencer, car elle va donner quelques éléments de contexte. Donc, je représente l'agence Bac Elite, une agence d'architecture et de maîtrise d'œuvre située à Rennes, qui contient donc en son sein plusieurs métiers, architecte, DPLG, économiste et responsable travaux OPC et DET. Alors l'essentiel de nos projets relève du secteur du logement collectif, avec des jauges comprises entre 7 à 120 logements. Pour ma part, je suis économiste de la construction, j'ai une expérience OPC et DET ainsi que AMO. Et eu l'occasion de suivre une formation BIM en 2019. Alors voilà, le point de départ. Jusqu'à mai 2021, nous réalisions nos CCTP sous Word. Nous effectuons nos métrés quantitatifs en croisant des fichiers AutoCAD avec des fichiers Excel. Et n'utilisions en définitive Revit que pour faire une modélisation géométrique, laquelle donnait ensuite lieu aux éditions de livrables plan 2D classique. Alors tout ceci avait de gros inconvénients. C'était que l'échaînage était inexistant entre les documents ou réduit à leur plus simple expression, même en essayant d'utiliser des macros pour accélérer le travail. À cette époque, nous n'avions pas mis en place de nomenclature et tout ce qui était capitalisation du travail, tout ce qui était mise à jour des documents s'avérait assez complexe et difficile à assumer, a fortiori lorsque le carnet de commandes a connu une croissance assez importante. Il s'avère donc que la méthode s'avérait de moins en moins soutenable. Nous avions en revanche un gros avantage qui était celui de savoir raisonnablement modéliser sous Revit. C'est à partir de là que l'on a imaginé pouvoir faire porter infiniment plus d'informations dans nos maquettes numériques afin d'adjoindre effectivement une modélisation géométrique à un enrichissement en matière d'information à proprement parler. Les ambitions de la démarche, c'était évidemment en premier lieu augmenter la qualité et la précision de nos livrables. Donc en l'occurrence CCTP, estimation et pièces graphiques. Réformer notre façon de traiter l'information. Évidemment également augmenter notre cadence de production. Et s'épargner des tâches rébarbatives, répétitives, qui portent en elles une forte probabilité d'erreur. Il s'agissait aussi de capitaliser le travail. Ça, c'est une donnée extrêmement importante. Capitaliser chaque effort pour qu'il serve à l'opération d'après, à l'amélioration de notre travail et à l'enrichissement de nos bases de données.
Tout ceci pour que l'on puisse répéter certaines séquences, certaines tâches avec fiabilité. L'essence, si je puis dire, de la démarche est d'écarter l'humain des tâches, de ces fameuses tâches rébarbatives dont je parlais, pour le placer ce qui me semble être son rôle, à savoir celui de superviseur, de contrôleur, et retourner à sa vocation première, qui est celle, à mon avis, de la conception. Alors tout a commencé avec la simple idée de créer des allotissements dans Revit, depuis Revit. Ceci de façon à l'origine à faciliter mon travail d'économiste, mieux voir les prestations que j'aurais à décrire, pouvoir réaliser des arbitrages en matière d'allotissement. Ça a permis de rentrer dans le sujet des filtres et des nomenclatures que permet Revit. Alors le processus global que nous avons mis en place. Alors tout d'abord, nous avons donc une modélisation initiale sous forme géométrique qui ensuite fait l'objet d'un enrichissement directement dans la maquette par l'économiste. Le problème est que malgré un travail aussi sérieux que possible, on n'est pas à l'abri de créer ou de vivre des corruptions de données dans la maquette. Pour autant, on a absolument besoin d'être certain du contenu de cette maquette avant de poursuivre notre processus de travail. Donc, nous avons monté un moteur de contrôle vers lequel on exporte certaines données de la maquette. Ce moteur de contrôle nous permet d'identifier des anomalies que l'on corrige soit de façon manuelle, soit de façon semi-automatique, soit de façon automatique, avant de réinjecter des données propres dans notre modèle. C'est à partir de là que l'on considère notre maquette comme valide et propre et apte à suivre le processus qui va devenir. Alors à partir de cette maquette jugée valide, nous l'appliquons au crible de BIMoffice. Alors ici j'indique, je parle de réexport de données, en fait c'est un peu un abus de langage. BIMoffice va réaliser une sorte de scan de la maquette, va établir un inventaire de son contenu, de sorte à pouvoir passer ensuite à la deuxième phase que permet BIMoffice, à savoir la génération des CCTP, des métrés et des estimations, et ceci en appliquant un jeu de règles sur les objets inventoriés dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors la règle est vraiment le rouage primordial et élémentaire de la démarche. C'est le fondement, du travail, de ce travail de génération, qui constitue une base de données en soi. C'est-à-dire que l'ensemble des jeux de règles qu'on a définis relève de la notion de base de données. En parallèle, à partir de notre maquette, nous générons donc de façon classique les livrables contractuels, 2D, les tableaux de nomenclature et de localisation, ainsi qu'une maquette DCE allégée, qui est visionnable en ligne sans installation particulière, à destination des entreprises, pour leur faciliter la prise en main du projet en vue de leur chiffrage. Alors, s'agissant de notre cas de figure, il se trouve que dans notre agence, un binôme s'est construit. Un binôme composé d'un architecte très technique, doté de solides connaissances donc techniques et réglementaires, et doté d'une expérience significative en matière de modélisation. Le deuxième élément du binôme, en l'occurrence économiste, intégré donc à l'agence, dans le cas de figure, et donc justifiant d'une expérience DET et OPC, expériences qui se sont avérées, de mon point de vue, déterminantes s'agissant du succès de l'ensemble. Évidemment, il a fallu se former et s'aguerrir à la manipulation de données en masse, à l'échange de bases de données au sens général du terme.
Alors, une caractéristique qui me semble importante, s'agissant du binôme que j'évoquais, c'est l'état d'esprit. Nous partageons certaines valeurs communes, et je pense que c'est une des clés du succès de la démarche. Premièrement, ne pas confondre vitesse et précipitation. J'ai tendance à dire que nous faisons de la vitesse précisément parce que nous ne sommes pas dans la précipitation. Ça, ce n'est pas forcément un réflexe que tout le monde peut adopter. La question d'avoir conscience des améliorations possibles de son travail. Toujours savoir apprécier le reste du chemin à parcourir. Ça nous permet de ne pas nous reposer sur nos lauriers et de toujours chercher à perfectionner l'ensemble du dispositif. On a également un principe. On a beau être un binôme dans l'entreprise, on n'est pas exclu de l'entreprise, on ne se referme pas sur notre binôme. Donc, un principe de travail consiste à considérer qu'une action doit rendre service à au moins 2 acteurs et n'en desservir aucun. Ce qui veut dire que notre façon de travailler ne doit pas gêner les collègues qui pourraient travailler en amont, enfin leur créer une contrainte parce que nous aurions des exigences trop fortes. Et de la même façon, pour nos collègues qui travaillent en aval de notre production, on doit s'attacher à leur rendre service et à ne pas rendre leur tâche plus complexe qu'elle n'est déjà. Enfin, et ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure au sujet de la recherche des améliorations, c'est toujours soumettre le modèle à l'épreuve, toujours le tester, et toujours apporter la preuve de son efficience, en particulier aux autres membres de l'agence. Alors comment avons-nous monté cet ensemble? Donc, nous avons utilisé Revit pour modéliser les projets, évidemment, pour créer les vues d'allotissement et créer des vues de contrôle. Revit nous sert à exporter, à éditer des tableaux de nomenclature et les plans, évidemment, livrables 2D au sens classique du terme. Alors Dynamo, qui lui va servir à faire des exports, imports de données en masse avec un peu de filtre, un peu de tri, un peu de rangement, et qui nous sert également à détecter certaines anomalies. Excel, parce qu'Excel est bien pratique pour filtrer, trier, contrôler des données. Et enfin BIMoffice, comme j'évoquais tout à l'heure, pour réaliser ce fameux scan que j'évoquais également, et procéder à la génération des livrables. Alors à chaque étape, nous avons du contrôle. Chaque outil a vu un de ces aspects orienté vers du contrôle. Ces outils, ces applications procèdent à des opérations entre bases de données, finalement. La maquette en tant que telle est une base de données. Pour les RSS, on peut compter jusqu'à 15 500 objets considérés comme utiles. Les RSS Résidence service senior. Pardon. Ils sont sur des jauges à 120, 140 logements. La bibliothèque de règles que j'évoquais tout à l'heure, qui est une base de données en tant que telle. Alors, pour notre cas de figure, elle contient environ 1200 règles. Ces règles vont passer au crible donc les maquettes et à l'épuiser après dans une base de données d'articles servant à générer les CCTP et les estimations à l'appui de la base de données de prix unitaire. Et tout l'ensemble est croisé avec une autre base de données que je nomme table de contrôle, en fait qui est une sorte de table de référence qui permet de détecter un certain nombre d'anomalies par comparaison. Et cette table contient aujourd'hui environ 3300 informations utiles. Alors tout ceci suppose un travail conséquent d'organisation, de structuration, de planification, de nommage. Le premier sujet, le nommage. De rigueur. Il faut garder son fil, avoir la suite dans les idées, dirais-je, pour boucler l'ensemble du chaînage, qui suppose
un pointage assez rigoureux de chaque étape pour être certain que l'ensemble du processus arrive à son terme. Alors j'arrive au cas pratique. Il s'agit donc d'une opération de 43 logements réalisée pour le compte d'ACP IMO, qui est actuellement en phase d'analyse des offres. Il s'agissait pour nous d'une épreuve du modèle mis en place, parce que c'était la première fois que je procédais à une analyse et un travail sur un projet multimaquette. Là, on a 6 maquettes distinctes. Voilà, je ne savais pas dans quelle mesure le processus mis en place allait aboutir avec ou sans difficulté, c'est-à-dire que bon, j'étais dans la découverte. Donc oui, pour donner 5500 objets, 16 000 données utiles à la suite du processus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau. En fait, il s'agissait de faire une analyse du temps passé à la production des livrables à l'appui du projet que je viens d'évoquer. Donc l'objectif était d'automatiser au maximum la génération du CCTP, des quantitatifs, des estimatifs, en appliquant le processus que j'ai un petit peu développé, et de faire un état des lieux du temps passé, des problématiques rencontrées, et des éléments et méthodes améliorables. Alors pour cette opération, ça m'a pris un peu moins de 6 jours pour générer donc 100% des tableaux de nomenclature, 98%, 19% des articles du CCTP, 85% des localisations et 95% des métriques. L'important à relever sur cette expérience est qu'en fait, sur ces 6 jours, on a en réalité une partie de temps qui est issue du fait que la gestion multimaquette était une nouveauté. Donc il m'a fallu apprendre. Il y a un certain nombre d'objets qui n'étaient pas encore reconnus, en quelque sorte, dans les bases de données montées jusqu'alors. Donc il a fallu créer les objets en question, enfin du moins les faire reconnaître, créer les règles associées. Comme tout un chacun, quand on met le doigt dans un sujet, souvent on peut être un peu emmené à vouloir toujours améliorer un peu plus ce qu'on a sous la main. Élément non négligeable, alors que dans le processus habituel, on a du temps de calcul qui est lancé le midi et la nuit, là, en raison de ces différents ajustements, j'ai dû procéder au temps de calcul en journée. Donc, c'est venu perturber un petit peu le flux normal et habituel de travail. Donc, suivant mon analyse, sur les 6 jours passés à la génération de ces livrables, il y en a environ 3 qui sont en fait recapitalisables. Parce qu'il s'agit de, ce que j'évoquais tout à l'heure, enrichir nos bases existantes, ou encore des effets liés à du temps qui va de ce fait du coup passer effectivement du temps de calcul qui va de ce fait du coup passer plutôt le soir ou le midi. Et par rapport à une opération classique? Alors par rapport à une opération classique, donc classique, c'est-à-dire faite comme avant. Voilà, faite comme avant, ce qu'on avait au début, faite comme avant, 4, 8 à 10, ouais, 8 à 10 jours, dont estimation, dont maîtrise, estimation, etc. Sachant que là, ici, dans ce cas de figure, on peut donc sortir l'opération en une semaine calendaire. Là où, auparavant, on la sortait en 3, minimum 3. Et encore, pour une opération de 20-30 logements. À supposer que toutes les maquettes soient bien renseignées. Parce que du coup, là, je ne sais pas comment si vous les récupérez. Du coup, c'est une fois que c'est passé par le Big Manager et que tout a été bien renseigné et que tout est rentré dans l'ordre. Ou ça fait partie des objets que vous disiez qui étaient ça fait partie, c'est-à-dire que le travail, le top départ et la livraison
des maquettes par l'architecte chez nous, donc mon binôme, auprès de moi. Il n'y a aucune donnée d'économie à ce stade-là, que des données d'ordre géométrique. Voilà. Donc, le temps, effectivement, que j'évoquais, là, les 6 jours, comprennent le contrôle, enfin, l'enrichissement de la maquette en tant qu'économiste, le contrôle de l'ensemble, différentes boucles de contrôle pour bien s'assurer que tout est au vert avant d'envoyer ça vers la suite de la démarche. Donc concrètement, ton binôme il va utiliser une porte dans une bibliothèque de portes qui ont quelques caractéristiques, par exemple c'est une porte bois, voilà, mais assez pas pauvre pour commencer. Assez pauvre, voilà. Toi tu récupères cette porte et tu vas enrichir en fait l'objet porte avec parce qu'on veut une porte en bois, telle épaisseur, à peindre, enfin voilà, tu vas rajouter les caractéristiques de la porte. Exactement, c'est-à-dire que je vais aller puiser dans une sorte de catalogue que j'ai monté en prévision d'accélérer le processus d'enrichissement des portes en question. Donc on peut filtrer les portes en masse, suivant les localisations, on peut leur affecter un élément, on peut pointer un élément de notre catalogue de portes vers cette porte et de façon semi-automatique, dirais-je, l'ensemble des caractéristiques de la porte du catalogue choisi va venir se coller, s'inscrire dans le modèle de la porte que l'architecte aura positionné. Et ça, c'est valable pour les fenêtres, c'est valable pour les placards, c'est valable pour les finitions et équipements des pièces, en particulier. Et lui, en amont, il avait respecté un protocole de nommage, notamment? Alors lui en amont, et c'est l'un des sujets fondamentaux évidemment, il est allé puiser dans une bibliothèque d'objets approuvés. Voilà. Pour autant, on n'est pas à l'abri d'un copier-coller malheureux qui crée un incrément dans le nom du type par exemple, et qui crée une anomalie, mais l'anomalie va être relevée. De même qu'une singularité, c'est-à-dire un nouvel objet créé. On n'a pas de BIM manager en tant que tel chez nous. Donc, oui, c'est le binôme qui fait le management du BIM en fait. Ouais. Et on met à disposition un matériau aux autres membres de l'agence, notamment les architectes qui sont en phase esquisse, FESA sur les opérations. Mais précisément, le moteur de contrôle est sans doute l'un des points essentiels c'est Dynamo. Du processus. Oui, c'est Dynamo plus. Dynamo ne fait que, pour nous, ne fait que des exports imports. Un peu de classement. Okay. On utilise une base à laquelle on confronte les objets qui ont été poussés dans cette base. On effectue une lecture des objets en question. Ça nous renvoie à des anomalies et ça nous renvoie une alerte captable par l'humain. Oui, il y a quand même beaucoup de contrôle humain, j'imagine, d'aller voir si dans ces types de pièces, il y a bien ces types de prestations, ou pas oui, quand même, oui, c'est-à-dire qu'on procède par échantillonnage. À toute phase, on procède par échantillonnage. Parce que la machine est toujours... Enfin voilà, il faut quand même que l'humain est contrôlé, j'imagine, parce que sinon il y a des choses qui passent on garde la notion de supervision à l'esprit, parce qu'il est facile de s'endormir sur un succès, et a fortiori sur plusieurs, parce que ça va forcément mener à l'échec tôt ou tard. Et c'est pour ça que cette émulation, cette capacité à toujours remettre en question ou toujours se dire « Ah, on pourrait faire telle chose de façon plus pertinente », eh bien, nous permet d'être toujours dans le mouvement, de toujours contrôler, de toujours... L'amélioration continue. Voilà. Mais du coup, au top départ, au début des 6 jours, en fait, l'architecte lui en amont, il a respecté, effectivement, il a tapé dans les objets, mais lui, fondamentalement, ça ne lui a pas changé forcément, ni réduit, ni augmenté le temps de sa tâche de modélisation géométrique. Non, et même au contraire, on pourra le voir sur les cercles vertueux après, même au contraire, parce qu'en fait, on a mené, 3 chantiers ont été menés en même temps. Un chantier qui a consisté à monter toute la structure de ce que j'évoquais, les bases de données d'articles, les bases de données de prix, les bases de données de règles. Deuxième sujet, qui est venu très rapidement, ça a été de rationaliser notre façon de modéliser et de mettre un peu de ménage, mettre un peu d'ordre, et faire un peu de ménage dans nos objets. On avait des objets différents, des types différents qui désignaient par exemple les mêmes prestations à venir. Il était opportun
de rendre notre base de données d'objets non équivoques en supprimant les données excédentaires. De la même façon, on a travaillé sur le renommage des types en question, de façon à être aussi explicite que possible. Encore une fois, non équivoque. Pour que à la prestation nécessaire, tel garde-corps, tel type de couverture, soit facilement accessible pour les architectes qui sont en amont du travail, en amont de notre travail. Parce que nous, notre binôme, il est vraiment orienté sur la production pro DCE. Voilà. En amont, on a donc des architectes qui sont plus faiseurs esquisses. PC. Donc il fallait leur fournir un matériau dont on puisse hériter et portant le moins d'anomalies possible. Donc ça c'est le chantier, c'est l'un des trois chantiers de ce travail. Donc on a dû monter par palier sur de l'organisation d'agence, de l'amélioration de nos modèles géométriques, si on peut dire, et puis le sujet des bases de données, articles, unitaires et règles. Voilà. Donc, tout ça, c'est monté par palier pour se connecter. Ça a pris combien de temps, connecter. justement, au moment où vous avez décidé, et vous avez dit, allez, on y va, on va faire ça. Déjà, vous avez commencé à mettre les mains dans le cambouis, parce qu'il y a l'idée aussi, hein, ça prend du temps. Après, je commence à mettre les mains dans le cambouis, et j'arrive à ça. En calendaire, 1 an. D'accord. C'est assez... 1 an, sachant qu'on a fait les 3 chantiers en parallèle, ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein, parce que amener à une mutation et à une réorganisation aussi de notre base de données de modèles géométriques de type, ça prenait un certain temps. Il fallait que l'adhésion se fasse aussi auprès des autres. Ne pas aller trop vite non plus, placer les jalons, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, encore une fois. Bon. Donc 1 an calendaire, de mars 2020 à mars 2021. Cette période comprend toute la période nécessaire à poser les schémas de l'ensemble. Un certain nombre de feuilles A3 scotchées les unes aux autres d'abord, hein, et puis après valider les étapes, mettre à l'épreuve, passer à la suite, ainsi de suite, et puis faire converger encore une fois ces 3 chantiers. Alors aujourd'hui, ce type de projet jusqu'à 40 logements, ça passe en 2 jours et demi, 3 jours, continu, par contre en étant continu, concentré et en affectant 100% du temps de ces journées-là en question à la démarche qui... Je voulais revenir un peu sur toutes les infos que vous injectez dans les objets de la maquette justement. Oui. Est-ce que vous préférez que les architectes vous fournissent une maquette qui est du coup avec des objets qui sont assez génériques, par exemple pour les portes, que les portes de chambre, de salle de bain et des portes palières soient les mêmes, juste avec les tailles qu'il faut, et ensuite vous injectez les données qu'il faut en fonction des localisations, ou plutôt que les objets que vous venez préciser avec toutes vos données d'économie, à terme, qu'elles soient déjà bien placées au bon endroit. Alors oui, ça c'est une évolution. Ouais, c'est une évolution à venir, mais en l'état actuel des choses, moi avoir une porte renseignée au minimum, ça me convient parfaitement. Parce que je vais avoir la maîtrise. J'ai la maîtrise des données que j'y affecte. Voilà. Et puis tu peux faire des filtres par type de pièce ou par nom de pièce et aller affecter après les bonnes informations aux portes palières, aux portes... Voilà, c'est exactement comme ça que je procède. Tu me montrais, je sais plus si tu l'as, ta bonne nomenclature de porte où on voyait que l'information, il y avait même, c'est la porte qui est entre ce local-là et ce local-là. Comme ça, on sait exactement. Donc en fait, pour toute la modélisation architecture, rester sur des choses assez génériques qui permettent de limiter le risque d'erreur de trucs trop spécifiques. Ça reste quand même plutôt la bonne méthode, même si ça demande beaucoup d'infos à vous renseigner après. Oui, de mon point de vue, oui, parce qu'on maîtrise le contenu technique de l'objet en question, alors que ce dont on hérite par donc les archis qui vont être en amont de notre travail, eux ils répondent à d'autres problématiques. Je ne vais pas les embêter à me mettre pile poil la porte qu'il faudrait à tel endroit. Ils ont leurs objectifs de cadence aussi à tenir, leur propre pression. Moi je suis pas là pour compliquer leurs tâches, sauf quand je l'estime vraiment raisonnable et nécessaire. Mais sinon c'est hors de question d'être un fardeau en prétendant apporter une solution. Donc, on essaie de le faire. Quand on dessine en amont, quand je dessine en amont, on essaie effectivement de le faire quand même. De mettre une porte qui va dans le champ, la porte d'entrée différente, il y a plusieurs types de portes.
la porte d'escalier, la porte d'accès au garage. On a Le différentes nommage. portes qu'on essaye de placer le plus tôt Le possible. nommage, Oui, d'accord. un type Autant possible. qu'il vous faut de différent entre la porte d'entrée et la porte de distribution. Oui. Oui, mais Mais c'est pas grave. même à la rigueur, parce que justement, en fait, il y a une donnée qui, enfin, quand on part dans ce genre d'aventure, je pense que le plus important, c'est de connaître ses propres failles. Donc les propres failles de fonctionnement de l'entreprise, failles ou, je sais pas comment on peut dire ça. Qui peut être que c'est pas la bonne porte Voilà, au bon endroit. Donc il faut commencer Faut vérifier. faut commencer par suspecter ce qui peut arriver, enfin, appréhender tout ce qui peut arriver, et seulement après commencer à développer à installer son dispositif. Nécessairement, on aura une boucle vertueuse qui va faire que petit à petit, les bons objets vont venir remplacer les anciens, des méthodes vont évoluer, une adhésion va se créer. Bon, voilà. Mais je ne pouvais pas être aussi vindicatif que mon tempérament aurait pu y conduire, et être dans la fluidification des choses, quoi. Alors, l'une des... À titre d'illustration, donc nous avons généré... On a quelques questions en live, on va en profiter. Utilisez-vous des outils de gestion CCTP, DPGF de type multidoc connecté avec un flux de data? Non, pas en tant que tel. D'accord. On a une question, quels sont les livrables, quel format? Je pense que c'est ce que... Les livrables, on peut en reparler peut-être après. Tu vas en parler Ouais, parce c'est un peu qu'on vertueux. n'a pas fini. Il y a les livrables après, tu vas parler des Un tableaux. peu plus générique, en dehors de la phase expérimentale, qui a dû être coûteuse, quels sont les objectifs de gain pour la généralisation de cette méthode? Alors c'est pas expérimental puisque nous sommes à notre 7e opération faite de la sorte. En matière de gain, c'est pareil, on pourra voir la question des cercles vertueux après. On a déjà quand même vu un gain de temps. Voilà. Parce que là, l'exemple que tu as mis, finalement, tu as mis celui à multi-maquette. Donc en fait, tu as mis un exemple défavorable, complexe, défavorable. Et le premier du genre. Le premier du genre, alors qu'auparavant, comme tu dis qu'il y a eu 7 opérations, ça veut dire que tu avais des exemples d'opérations sur lesquelles tu ne mettais que ces fameux 3 jours. Oui. Et là, tu as mis 5,75 Oui. parce qu'il y avait, en fait, t'es déjà une étape après, et en fait, les gens à qui tu présentes ça pour la première fois, eux, ils sont encore une étape avant en se disant, bah oui, mais quel est le gain avant? En fait, tu le gagnes déjà, le temps. Oui, parce que... Là, c'est juste parce que c'était une opération à multi-maquette qui a fait qu'il y a une complexité supplémentaire, et ces 2,75 jours en plus, c'était à cause de cette complexité. L'effet de nouveauté, l'effet d'apprentissage. Mais aujourd'hui, le gain de temps, tu l'as déjà, ce qui est énorme. Entre après, réaliser au niveau de la nouveauté et de l'amélioration continue, on peut considérer que sur chaque projet, il y aura un nouvel aspect qui va être développé et un nouveau point qui n'était pas dans les projets d'avant ou sur lesquels il va falloir avancer. Donc ce gain-là de 2 jours 75, il sera peut-être jamais complètement effacé parce qu'il y aura toujours des trucs à améliorer. Oui, mais c'est pas une perte, c'est un investissement. C'est un investissement, voilà, c'est la différence entre comment on peut caractériser le temps en fait passé. Ça s'appelle un investissement. Et jamais capital, comme c'est formulé. Comment? La capitale. C'est ça, exactement. Jamais complètement effacé, c'est vrai, parce que après c'est une question de tempérament aussi. Jusqu'où on veut aller. Voilà, et dès qu'on voit quelque chose, donc on se dit tiens, on pourrait peut-être faire ça un peu différemment, un peu mieux. Voilà, on va investir quelques dizaines de minutes pour essayer d'obtenir un gain de qualité au moment de la livraison de notre... Moi, ce que décrit aujourd'hui Antoine, pour moi, c'est vraiment une démarche d'excellence opérationnelle, ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire avoir les bons principes. Il en a déjà expliqué pas mal, là, les principes. Communiquer, impliquer, avancer tous ensemble, améliorer, l'amélioration continue. Ce sont des principes de l'excellence opérationnelle, des bons principes, des bons outils. Il nous a expliqué là la chaîne d'outils et aussi dans des bons processus. Et on voit qu'il y a toute une réflexion sur ces processus. C'est de l'excellence opérationnelle. Et qui plus est, la technologie, ils l'ont pas vécu chez Bakelite, j'ai l'impression, comme un déclencheur, mais comme un accélérateur. Donc pour moi, c'est ça. Ils sont en plein dans
la recherche de l'excellence opérationnelle est sur le bon chemin. Et l'excellence opérationnelle, c'est ça, c'est de l'amélioration continue. Donc c'est pour ça que quand on dit oui, il va toujours réinvestir du temps pour améliorer, bah oui, mais c'est ça les entreprises qui réussissent. Donc voilà, c'est pour ça que pour ça aujourd'hui qu'on est en binôme, parce que je suis complètement en phase avec aujourd'hui ce que fait l'agence Bac Elite, parce que je trouve que c'est le chemin du succès. Voilà, ça ne regarde que moi. Nous, on y trouve notre compte, hein, à l'aune de cette opération maintenant, on y trouve notre compte. J'en parlerai un peu plus tard dans les cercles vertueux si on a le temps. Oui, 37, on va avancer. Alors oui, la démarche, c'est justement un premier livrable, qui était l'une des questions en distanciel. L'un des premiers livrables, ce sont ces CCTP dans lesquels tu mets le lien vers une visionneuse. Oui, on a rajouté cette petite chose, effectivement, en page de garde de nos descriptifs, maintenant, à chaque corps d'état, il y a un lien vers une visionneuse accessible aux entreprises. C'est ni plus ni moins qu'une maquette un peu allégée, notre maquette de travail un peu allégée, mise en ligne par simple page web et consultable très facilement. Par quiconque, sans installation quelconque, sans enregistrement, sans compte, sans rien. Et c'est bien une maquette DCE, comme tu disais tout à l'heure, et non pas une maquette de conception. Ah oui, on peut parfois retrouver dans un DCE numérique classique, c'est-à-dire on met une maquette de conception avec un DCE standard et on dit on a un DCE BIM. Là, c'est une maquette de phase DCE. Ah oui, c'est une maquette DCE, c'est celle qui... un peu allégée certes, mais c'est celle qui, de certaines données, mais c'est celle qui va permettre d'améliorer, fluidifier la réponse à l'appel d'offres. Voilà, exactement. Alors de ce fait, on a monté des petits tutos là, PDF, qu'on s'efforce de mettre dans les dossiers de consultation. Donc pour quelques fonctions de base, explorer le modèle, faire des coupes, appliquer des filtres, et consulter les propriétés des objets, dont l'illustration arrive ici. L'idée, c'est d'aboutir en moins de 5 clics à l'information que l'entreprise souhaite consulter. Moins de 5 clics en partant du lien de la consultation. Donc là, c'est un exemple de vue d'allotissement. Dans les propriétés de l'objet, on a de façon non équivoque, enfin du moins c'est l'objectif, le corps d'état qui est concerné, et ainsi qu'une sorte de clé qu'on va retrouver ensuite dans les articles du CCTP d'une part, dans les tableaux de nomenclature d'autre part. Tout ça pour que toutes les données soient croisées, intercomparables, si je puis dire, entre les différents supports que l'on remet aux entreprises. Disons que tous les livrables sont liés grâce à ce Oui, tout est chaîné. Et je m'interdis, tout à l'heure j'ai exposé un peu le processus passant par BIM Office. À partir du moment où j'ai procédé au contrôle de qualité de la maquette, enfin de non-corruption de la maquette en quelque sorte, à partir de là, je m'interdis de toucher à la chaîne globale, enfin à la chaîne du processus jusqu'à livraison de l'objet. Tout ça pour ne pas être tenté de tricher et ne pas récupérer au vol un document, un élément en train d'être chaîné ou une phase intermédiaire pour y injecter une donnée pour sous prétexte de vouloir m'éviter de voir un peu plus tard y revenir. Alors, on a justement une question qui concerne le contrôle dans Revit. Quels outils d'autocontrôle de Revit est utilisé? Dynamo, puis Revit, Dev interne ou autre? Un peu tout ça à la fois. Revit, c'est-à-dire que dans l'ensemble des applications que j'ai citées, donc, chacune possède son propre sous-volet de contrôle en quelque sorte. Je suis même allé jusqu'à me dire que je pouvais très bien passer au travers d'un indicateur d'alerte. Et donc j'ai imaginé que lors de la réinjection des données, si moi je n'avais pas tout purgé dans l'une des étapes que j'évoquais, une erreur allait ressurgir par exemple dans la maquette au moment de la réinjection, par une vue dédiée. Une erreur d'allotissement type par exemple, une erreur de nommage, un oubli pur et simple sur certains sujets. Voilà. Donc, chaque étape a ses propres contrôles. Chaque contrôle a ses propres outils finalement. Et oui, c'est pas je fais le contrôle. En fait, je pense que la réponse attendue, c'est peut-être je fais le contrôle avec Revit ou je fais le contrôle Dynamo. Ce que je comprends, c'est tout un processus de contrôle et d'autocontrôle qui a été mis en place et qu'en fonction de ce qu'on recherche à contrôler, l'outil est différent. Oui, c'est ça. Et suivant l'étape à laquelle on est dans l'ensemble du chaînage.
Et un exemple concret eu tout récemment, j'avais eu donc une entreprise de serrurerie au téléphone, on parcourait un peu la maquette ensemble parce qu'il avait eu peur d'y accéder via le lien, il disait mais je vais abîmer, je vais faire une bêtise. Donc j'ai accompagné. Abîmé. Oui. Abîme. Et ah oui. non. Mais non. Il abîmait en fait. Il était, voilà, il était pas tout à fait à l'aise. Et donc, en montrant un peu le chaînage, en expliquant comment les pièces qu'il avait sous la main, à plus desquelles il était en train de chiffrer, comment elles se répondaient, il était tout simplement emballé. Il m'avait dit, mais si on m'avait expliqué ça comme ça, si on m'avait donné cet exemple-là, je m'y serais mis beaucoup plus tôt, j'aurais été beaucoup plus curieux. Voilà. Et donc c'est là que j'estime avoir en quelque sorte bien œuvré. Ouais. Je vais essayer de faire ça rapidement. Les cercles vertueux, allez hop. Non, c'était. Vas-y, tu peux lire au moins la slide que tu avais avant. Oui, alors donc tout ce processus et toute cette montée en gamme progressive de certains travaux de notre agence, on conduit à certains cercles vertueux de mon point de vue. Donc on a effectivement augmenté la vitesse d'exécution des livrables Pro DCE, on a augmenté la qualité des pièces graphiques et écrites, j'ai déjà un peu expliqué la boucle. On est sur une recherche et développement soutenu parce qu'on est dans l'émulation. On cherche toujours à faire mieux, on se demande toujours où on a une piste perfectible. Donc bon, voilà. Et oui, ça a redessiné les contours de notre organisation. Si on a le temps, j'y viendrai plus tard. Alors, s'agissant des CCTP de destination, on a réduit le temps d'émettré et de rédaction du CCTP, ce qui nous a permis d'augmenter du temps pour enrichir la maquette et enrichir les bibliothèques, ce que j'ai exposé un peu tout à l'heure. De ce fait, le périmètre d'analyse et l'acuité des règles qu'on a définies s'en trouvent multipliés. Et nous avons de ce fait une meilleure connaissance du projet, parce qu'on a des singularités qui remontent. Donc on détecte certains objets qu'on n'avait pas encore rencontrés. Moi en tant qu'économiste par exemple, j'aurais pu ne pas rencontrer, jusqu'à maintenant je n'avais pas rencontré tel objet qui était nécessité par un des architectes en amont. Et on renforce la détection des anomalies au travers de tous les filtres que j'ai évoqués tout à l'heure. On augmente en exhaustivité et précision. Et j'ai tendance à dire que plus on est précis et exhaustif, plus l'amélioration se voit. Plus le trou se voit. Dans un descriptif littéral où on remplit les localisations à la main, c'est difficile de se rendre compte d'une localisation qu'on a oubliée. Dans un tableau de nomenclature, j'ai tendance à dire que le vide se voit. Et en effet, chacun qui a pratiqué ces objets sait bien que dans une pièce, s'il y a une anomalie sur une pièce, on va la voir. On va voir qu'une pièce n'a pas été caractérisée et a fortiori, toutes les données qu'elle porte ne l'auront pas été non plus. Alors que dans un CCTP, on a du mal quand même à voir dans un document Word si une pièce a bien été décrite en termes de finition, en termes de prestation de peinture. Et des fois, ça passe à la trappe. C'est quasiment impossible. S'agissant des pièces graphiques et de nomenclature, alors cette émulation nous a conduit à vouloir améliorer les objets qu'on mettait à disposition des architectes qui sont en amont ou de Michel, mon binôme en phase de prod. Donc on a créé des objets ou amélioré des objets existants, on a rationalisé ce que j'évoquais tout à l'heure notre bibliothèque, et c'est sans doute l'élément fondamental, on a reçu une adhésion de la part des autres. Parce que, effectivement, notre bibliothèque initiale était quand même largement perfectible, tout le monde était parfois un peu perdu, on avait des redondances un peu inexpliquées. Voilà. Donc cette cure de nettoyage à laquelle a abouti la démarche a fait que les autres, même ceux qui ne sont pas dans la prod à proprement parler, ont bénéficié de l'ensemble de l'évolution de la démarche. Donc exhaustivité des plans et des nomenclatures, c'est pareil, tout ça, ça s'enrichit, ça se répand. Et encore une fois, lisibilité des axes d'amélioration des pièces graphiques. Donc, et là on arrive à la partie DCE, ACT et DET. Toute cette augmentation de qualité de nos pièces doit profiter logiquement aux entreprises en leur facilitant leur chiffrage grâce à des données non équivoques et donc la suite de la démarche évidemment.
Alors donc, s'agissant de fiabilité, là c'est pareil, hein, à l'aune de cette opération, maintenant, en matière de retour d'appel d'offres, on a des quantitatifs qui sont effectivement extrêmement précis, alors qu'on ne remet pas, nous on ne remet pas de bordereaux quantifiés. On remet des nomenclatures, mais pas de bordereaux quantifiés. Et là, sur un exemple de 9000 m² de parois, j'ai un écart de 23 m² au niveau des revêtements muraux et peintures, de 23 m² entre l'entreprise qui a chiffré le moins de quantité et l'entreprise qui a chiffré le plus de quantité. Ceci appuyé sur les tableaux de nomenclature des pièces. Et ça se répond également s'agissant des revêtements de sol. Revêtements de sol, on a souvent des disparités en mode traditionnel parce que on a des complexes de sol avec un découpage qui peut être extrêmement complexe aussi. Et en général, on n'a jamais tout bon du premier coup en retour d'appel d'offres. Donc, ce qui simplifie aussi l'analyse des offres. Et voilà, Qui exactement. simplifie votre travail, évidemment. C'est-à-dire que certes, on n'a pas, on communique pas en base de bordereaux quantifiés. Par contre, on l'a par devers nous, évidemment. Donc, on exporte ces bordereaux. On a notre trame d'articles du CCTP, des quantités en face. Et puis après, on met au regard de ces quantités, effectivement, ce qu'on reçoit de la part des entreprises. Voilà, ça nous permet d'avoir des états de comparaison assez fondés, on va dire. Puisqu'on a fiabilisé l'appel d'offres, eh bien, on a de façon mécanique moins de problématiques chantier. Il peut en subsister, il y a toujours des choses, hein, c'est toujours pareil, tout relève d'une amélioration continue. Ceci étant, on a qualifié également les relations entre la partie suivi de travaux dans notre agence, hein, suivi de travaux et la partie conception. Et ça c'est très intéressant parce qu'on a amorcé une sorte de pompe qui profite encore une fois à l'amélioration continue. Quand la personne qui réalise le suivi de travaux se rend compte qu'il y a eu des efforts de fait pour lui faciliter la tâche et pour avoir une donnée, encore une fois, non équivoque, parce que c'est la donnée équivoque qui pose problème le plus souvent, eh bien, on arrive sur on entretient des bonnes relations de travail, tout simplement. Très vite, avant la mise en place de cette démarche, l'économiste donc procédait assez descriptif, faisait ses analyses, faisait son suivi de travaux. Donc nous étions deux économistes à travailler en parallèle. Donc autant dire que lorsque l'un pensait à une amélioration de son descriptif, l'autre n'en héritait pas forcément de la bonne idée qu'il avait. C'est en ce sens que je dis que la capitalisation du travail des améliorations était très complexe, enfin, largement perfectible. Aujourd'hui, maintenant ce sont deux binômes qui s'imbriquent en quelque sorte, donc Michel que j'ai déjà cité plusieurs fois et moi-même pour la partie production, et moi-même et Jean-Roch pour la partie analyse, passation des marchés, suivi de travaux. Donc un binôme de production pure, un binôme pour lancer les travaux, et donc on a une sorte de point de pivot. Avec un transfert facilité, voilà, j'imagine. Qui en fait est l'occasion d'une transmission de dossier propre entre la partie conception et la partie suivi de travaux. C'est ça qui est aussi souvent une faille dans une entreprise, ouais. Le point de rupture au moment du transfert du dossier entre l'étude de prix et ceux qui vont suivre le chantier. Et quelle que soit la bonne volonté des uns et des autres, voilà, c'est... Oui, et il y a la mémoire, il y a le fait qu'on a peut-être pas archivé, qu'on n'a pas mis la bonne donnée, la bonne info, là tout est là, tout est carré, tout est... autant que possible, sans équivoque. Il y a toujours des améliorations qu'on vient, mais voilà. Les points de vigilance, alors tout ce que je viens d'évoquer là, ce n'est qu'un moyen et pas une fin. À l'origine, à l'issue, à l'aboutissement de ça, c'est cette démarche évidemment le projet, avant tout. Et à l'origine de la démarche, le cahier des charges du maître d'ouvrage. Et là, il y a un enjeu majeur qui est recevoir et demander un cahier des charges auprès du maître d'ouvrage qui soit le plus précis possible, le plus complet possible et au bon moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir une production un peu explosive, mais elle doit être alimentée par un matériau de qualité. Voilà. Lorsqu'on lance des machines le soir pour lancer un calcul, en soirée ou en nuit, moi je n'imagine pas lancer ce calcul si en amont je n'ai pas ma donnée d'entrée maintenant du maître d'ouvrage propre. Voilà. Donc, c'est
toujours le souci, hein, c'est la qualité de la donnée amont. Donc, comme une entreprise qui prend un DCE Exactement. doit avoir une qualité en amont pour produire un travail de qualité. Bon, c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne vertueuse. Hein. On hérite d'un matériau, voilà. Aucune chaîne industrielle ou voilà, aucun travail même artisanal ne pourra faire du propre avec du... Si le bois a des nœuds, on va pas faire un dollar. Voilà, on fera autre chose, mais voilà. Le principe de Murphy, si un problème peut arriver, alors il faut partir du principe qu'elle va arriver. Donc toute anomalie ne doit pas être, toute résolution d'anomalie ne peut pas être remise à plus tard, mais levée aussitôt. Même si on est toujours, même si on a toujours une forme de pression, nous conduisant à parfois vouloir y échapper. Tout à fait. Alors la loi de Murphy, vous connaissez, hein, c'est le coup de la tartine beurrée avec la confiture qui tombe toujours du côté beurré et confituré. Donc voilà, mais je pense que c'est une bonne pratique en effet de se dire que je sais qu'en général ça arrive à cet endroit-là, donc je vais dire que c'est arrivé et je vais aller contrôler que l'anomalie est arrivée, ou pas. Et on espère que pas. C'est ça, exactement. Donc j'évoquais tout à l'heure l'effort constant d'amélioration des preuves et de maintenance. Attention à l'effet d'émulation, parce qu'effectivement, à vouloir chercher à faire mieux, des fois on dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Des fois on peut avoir des travaux qui conduisent à alourdir la maquette. Et du coup, est-ce que ça soit moins digérable par nos PC ou les serveurs, créer des bugs, créer puis des problématiques après au moment de la génération des éléments. Et enfin, tout ça c'est très mécanique, mais il faut absolument convertir une partie du temps gagné en relationnel humain. Aller voir ses collègues de travail, là, sortir de son binôme, puis aller voir ses collègues de travail pour leur exposer un peu l'évolution des choses, apporter la preuve. C'est avoir des contacts avec les entreprises pour les inviter à aller suivre le lien qui est mis en page de garde de leur CCTP et faire tomber les craintes pour certains d'entre eux. Voilà, donc c'est ne pas considérer que le temps gagné ne doit servir qu'à la production. C'est convertir une partie de ce temps gagné en management de la transition, en accompagnement. Qui est un investissement aussi. Oui, qu'on peut voir comme un investissement, bien sûr. Et voilà, on est un petit peu... Non mais bien, et bon, il reste 6 minutes, enfin bon, parce que l'idée c'était qu'on fasse 1 heure. Voilà, il y a peut-être des questions, puis la salle a peut-être des questions aussi. Des bonnes questions. Est-ce qu'il y a une démarche de prévue avec le BE fluide? Alors, oui, pour autant que les BE fluides en question soient eux-mêmes dans la dynamique. Et effectivement, on a monté déjà des petites expérimentations sur RSS, une RSS notamment. Voilà, bon, ça nous a donné des éléments ça nous a permis d'affiner certaines dimensions relationnelles. Pour autant, pour l'instant, on n'est pas sur un flux tendu, continu, avec... Parce que c'est une bonne question, parce qu'au niveau conception, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enrichissement de données, c'est vrai qu'en termes de modélisation, il y a une amélioration qui pourrait être faite si en effet les bureaux d'études étaient impliqués dans la démarche, qui serait finalement la pré-synthèse nécessaire pour ce type de dossier, c'est-à-dire pré-synthèse réalisée en maquette numérique, avec des alertes aussi, avec tout un suivi sur une plateforme BCF ou des choses comme ça. Enfin, ça c'est un outil, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait un moyen aussi de faire une sorte de management de la conception collaborative, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Non. Vu que les BET sont peut-être pas, je sais pas, avec qui vous travaillez, est-ce qu'aujourd'hui ils sont eux-mêmes en maquette? Est-ce qu'ils ont cette recherche de la... Alors oui, mais c'est pareil, ils sont parfois souvent pris par leur propre pression de production. Et donc des fois ça obère un peu du temps à passer pour arrondir les angles, pour gérer les flux, quoi. Il faut savoir que nous, sur des projets jusqu'à 40 logements environ, quand même soit 40, c'est nous qui gérons la partie fluide. D'accord. Sans atteindre. Donc on est multimétier chez nous quand même. Enfin, voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, archi pur, économiste, suivi de travaux. Quel est le rapport, la relation de l'agence avec l'esprit de l'Open BIM? Pour l'instant, vous êtes au niveau 1 pour l'instant, vous oui, ne travaillez pas avec les autres. Mais on en avait parlé, de l'histoire
Aujourd'hui, finalement, le lien vers la maquette aux entreprises, vous le fournissez sur l'A360 Ouais. et un lien qui est un point RVT. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'open beam. Non. Mais c'est vrai, et c'est ce que tu me disais Antoine, c'est que si après sa nécessité dans le terme où c'est l'opération finalement qui est BIM, c'est-à-dire demandée par le maître d'ouvrage, bah, évidemment il y aurait une réflexion sur les exports IFC. Mais au moins tu avais l'humilité aussi de dire que ta compétence aujourd'hui en export IFC, elle n'était pas encore suffisamment certainement, elle était perfectible, ce qui est normal parce que si vous n'avez pas eu affaire à de l'open BIM et pas besoin, c'est pourquoi faire du BIM pour faire du BIM. Mais s'il y a besoin, et te connaissant, j'imagine que tu seras toi aussi le premier à voir comment exporter des IFC de qualité pour que ceux qui les reçoivent puissent les exploiter au mieux. Alors ça, effectivement, on l'a monté vers une entreprise qui fait de la préfabrication. Donc là, on a travaillé sur un protocole d'échange. Oui, c'est vrai, tu en as pas. Voilà, et donc l'idée, c'était que nos éléments soient aussi propres que possible pour pouvoir être digérés par leur propre processus de travail et aller au code machine. Donc voilà, c'est un exemple. Mais voilà, on travaille à hauteur de notre fenêtre, si je puis dire. En fonction du besoin. Et de nos besoins. Voilà. Et puis du besoin aussi du client. C'est-à-dire si le client ne l'a pas demandé, l'open BIM, pourquoi faire de l'open BIM? Parce que ce dont il faut avoir conscience, c'est que nous, dans notre cas de figure, notre développement n'est mu par aucune commande extérieure. C'est ça. Pour l'instant, donc on travaille sur du logement collectif en grande partie. Il n'y a pas de demande de la part du maître d'ouvrage. Tout à fait, et ça fera la transition. Vous allez voir avec le démonstrateur olympique qui finalement est un projet du plan BIM 2022 dans lequel on a travaillé qu'en open BIM avec justement toute l'équipe maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, donc les BET, l'architecte et les entreprises. Et c'est là où on voit aussi les freins, les limites de l'open BIM et comment on a essayé d'y passer. Donc bon, là, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est un peu la solution de confort, et entre guillemets, grosses guillemets, parce que c'est pas très confort, enfin, il y a beaucoup de travail derrière ce qu'Antoine nous présente. Une solution de confort qui est, c'est interne avec interne, quoi. Non, mais c'est multimétier. C'est le multimétier, mais en interne, qui permet de rester dans une solution de confort, entre guillemets. Ça nous a considérablement facilité la tâche, il est vrai. C'est ça. Mais c'est la première étape. Pour moi, je le dis toujours, la première étape du BIM, c'est un niveau 1, et un niveau 1 égoïste. C'est-à-dire, je le fais parce que j'y trouve un intérêt. Comme je disais tout à l'heure, l'excellence opérationnelle s'obtient avec les bons outils, les bons principes, dans les bons processus. Bon, voilà, les outils qui étaient adaptés étaient des outils BIM pour ces bons processus. Après, il y a un moment, oui, il y aura certaines confrontations avec le monde extérieur, mais à partir du moment où il y aura des commandes. Voilà, exactement. Et puis on est tout à fait ouvert à ça. Il y a une diapo plutôt au début que du coup j'ai pas bien compris au niveau du lien, c'est sur sur les accélérateurs avec l'osserrerie. C'était des filtres dans la vitre. Ouais, tout simplement. C'est la visionneuse A300. Des filtres d'allotissement, c'est-à-dire que dans la démarche, ça a commencé par ça. C'est-à-dire que je me suis dit, mais moi ça me plairait bien d'avoir des vues par corps d'état. Avant de penser à l'automatisation. Tout simplement, en tant qu'économiste, je me dis, ça m'irait bien d'avoir des vues par corps d'état. Donc je vais m'y coller et je vais me créer mes vues par corps d'état. Tout ça pour me donner un support plus lisible des objets que j'aurais à décrire d'abord à la main. Et puis quand on voit ça, on s'est dit, mais finalement, un descriptif, ce n'est que la transcription littérale de ce qu'on voit, et puis avec les connexions avec les corps d'état qui sont en amont ou en aval. Bon, voilà. D'accord, c'est pas plusieurs modèles, c'est des filtres dans la maquette. C'est une MVD en fait. Ouais, ce sont des filtres. C'est Model View Definition, c'est-à-dire c'est une même maquette qu'on permet grâce à des filtres, on permet d'isoler finalement certains éléments de la maquette à l'aide de filtres. Tout bêtement. Et ça m'est assez pratique, par exemple, pour allotir les descentes EP entre le lot couverture, le lot étanchéité. Voilà, par exemple. Donc moi, je les allotis. Donc aujourd'hui, vous n'avez jamais à mettre des modèles qui vous viennent de tiers, en fait. Des modèles géométriques qui vous viennent de tiers. C'est pas au serrurier que vous commandez la modélisation de cette partie-là. Ah non, pas du tout. Non, puis ils sont en conception. Ils font pas d'exécution. On est vraiment en descendant en maîtrise d'œuvre, voilà. Et puis effectivement on donne du matériau. On n'a pas de. Les maîtres d'ouvrage ne nous ont jamais demandé faites-nous des vues allotis, faites-nous des. On le fait parce que moi je suis convaincu que ce qui bénéficie aux entreprises va bénéficier à notre travail, va bénéficier au projet. C'est exactement l'essence, pour ça après moi je prends la main, c'est exactement l'essence du démonstrateur olympique.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la démarche de l'agence Bac Elite s'est faite exactement parallèle avec le démonstrateur Olympie. C'est-à-dire que c'est pas suite à l'expérience d'Antoine s'est dit tiens quelle bonne idée, ou c'est pas suite au démonstrateur olympique Antoine s'est dit tiens on va faire ça. C'est finalement il y a une convergence de cette idée des cercles vertueux, et que la bonne technologie, innovation utilisée était le BIM. En tout cas permettait un travail collaboratif et le chaînage des différents documents d'un DCE. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Après je prenne la main. La perspective du bilan carbone. Ah. Pour l'instant je ne la vois pas. En ce sens que oui, on va s'y coller. On travaille vraiment par priorité. Là il y avait une grosse masse à sortir. Un peu de travail quand même. Et ça en fait ce n'est qu'une brique parmi d'autres, mais c'est une brique nécessaire. Brique amont, ça va être les faisabilités. On a un gros souci avec la réalisation des plans en faisabilité. On a beaucoup trop d'itérations, c'est un gouffre économique. Donc il va falloir qu'on automatise ça. Et puis en aval, on a des choses à améliorer s'agissant de la partie analyse des offres. Donc là je fais encore des choses à la main, certes à l'appui d'export de quantité, mais je fais encore j'importe les données des entreprises, j'importe leurs données métrées, donc c'est largement perfectible, donc ça on va s'y coller aussi. Et pour le reste, on va prioriser suivant les premières échéances qui vont s'imposer à nous. Mais oui, il va falloir s'y coller. À l'appui de la maquette numérique, quand tu as pensé à utiliser faire le bilan carbone à l'aide de... Ou en tout cas des tableaux de données issus de la maquette. Après, tu ne dois pas nécessairement passer dans la maquette. Après, un poids carbone s'ajoute dans un Excel. Au moins les données sources, autant que possible. Eh bien, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Ça a parfois été sûrement soutenu un peu.